Alors, je m'appelle Pancrate Lauriane et je suis animatrice en prévention au comité martiniquais de prévention d'alcoolologie et addictologie. Bonjour, je m'appelle Isabelle Parot, donc je suis médecin, je travaille en addiction dans le XAPA. Alors, une addiction, c'est un trouble du comportement vis-à-vis d'une substance ou sans substance, donc qui va mettre en danger le patient parce qu'il va petit à petit se laisser envahir par ces comportements-là, avoir de moins en moins de plaisir pour le reste de sa vie, avoir de moins en moins de comportements adaptés pour son travail, pour sa famille, et il continue à se mettre en danger en sachant que la substance ou le comportement est nocif. Comme le docteur Parot l'expliquait, on a deux catégories d'addictions. À la fois des addictions avec substance. Donc, dans les addictions avec substance, on retrouve tabac, cannabis, alcool, les médicaments détournés de leur usage, tout ce qui est cocaïne, crack, etc. Donc, ce sont des produits consommés. Et on retrouve donc dans la deuxième catégorie, on a tout ce qui est des addictions dites comportementales. Donc il n'y a pas de consommation de produits, mais il y a un comportement donc, voilà, qui est répété et qui peut être nocif pour nous, c'est-à-dire jeu d'argent, shopping, les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Il peut y avoir le sexe, le travail, le sport. Donc voilà, c'est tout ce qui va être en fait l'abus de comportement qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de reproduire. Alors, donc pour les symptômes de ces addictions, de ces troubles de l'usage, on a donc l'Association américaine de psychiatrie qui a classifié tout ça dans ce qu'on appelle le DSM-5, 5 parce qu'il a été renouvelé. Bon, il y a cette première classification très utilisée en recherche par les médecins, par les psychiatres, et ensuite il y a celle de l'OMS dont les points se rejoignent vraiment, qui est un petit peu plus simple, classification internationale des maladies. Donc là il y a 6 critères, et il faut qu'il y en ait 3 présents depuis 1 an. Voilà. Alors ces critères sont très simples: un désir puissant de consommer, un syndrome de sevrage physiologique quand on n'est pas bien quand on arrête de consommer, des difficultés à contrôler l'utilisation, le sujet a de plus en plus besoin de consommer, ensuite un abandon progressif des autres sources de plaisir, ça c'est très important, c'est-à-dire que le sujet n'a plus sa palette pour ces alternatives au bien-être, il focalise sur ce comportement, cette addiction, l'alcool, le tabac, le cannabis, pour subvenir à son bien-être. Et une poursuite de la consommation de la substance malgré des conséquences nocives, que ce soit familiales, professionnelles ou sur la santé, et dont le sujet est conscient d'ailleurs. Voilà. Donc il faut 3 critères sur ces 6. Une addiction, c'est une rencontre entre un produit, un patient et un contexte. Donc ensuite, les patients, on peut presque dire, ont toujours eu une bonne raison de consommer leur addiction. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, un stress, un choc psychotraumatique, un trouble anxieux, un trouble dépressif, une phobie sociale, des difficultés relationnelles, un deuil, un chômage, une séparation, même je sais pas, une dyslexie non diagnostiquée au lycée. L'enfant se referme sur lui-même et est très anxieux et se soulage avec du cannabis, par exemple. Donc c'est à nous de trouver effectivement le point initial du mal-être et de la rencontre avec, parce qu'aussi il y a l'effet d'entraînement, évidemment, l'effet de mode et tout ça, mais l'effet de transgression, de volonté de transgression, ça c'est assez intéressant, c'est à décortiquer. Il y a des gens, vous leur proposez à la fois un accompagnement par exemple et des traitements assez simples, ils vont vous dire jamais, alors qu'ils prennent du crack et n'importe quoi, ils vont dire je vais pas prendre ces cochonneries. Donc il y a une certaine transgression à la société parfois qui est assez intéressante. Donc
Voilà, on essaie de comprendre les causes, ça c'est très très important, à la fois par le médecin, par le psychiatre, par le psychologue, et même tous les intervenants, parce qu'il y a une alliance thérapeutique qui se crée, à la fois avec l'éducateur spécialisé, la psychologue, le médecin, le psychiatre, qui fait que la personne va plus ou moins se confier, et on arrive à l'aider ainsi. Alors, les conséquences, donc il y a des conséquences sur la santé, cette addiction qui cherchait au départ à faire du bien, à soulager, va devenir finalement facteur d'anxiété, facteur de dépression, facteur de bronchite chronique, voire de cancer, voire de troubles schizophréniques épisodiques, délirants. Et il y a de désocialisation, c'est ça, il y a travail. Un isolement. Il y a un isolement social. Selon le produit, ça peut être aussi un isolement économique. Parce que du coup, la consommation va avoir tellement d'effets sur moi que je vais avoir du mal à me reconnecter à la société qui m'entoure. Et donc voilà, on parle économique, oui, c'est ça. Voilà. Et donc beaucoup l'isolement social et économique. Difficulté économique. Exactement, c'est l'une des conséquences en plus de cette situation. Oui, on a des gens, c'est vrai, tout simplement, on a des gens au RSA qui vont pourtant fumer un paquet par jour. C'est ça. C'est quand même énorme. Ou par exemple, quand on parle d'écran ou ce genre de choses, c'est je m'enferme dans ma bulle, je m'enferme dans le jeu. Par exemple, quand on parle de jeux vidéo aussi, plus rien ne compte, même pas l'école ou quoi, et donc je m'enferme avec mon casque dans ma chambre et je n'arrive plus à sortir. Donc on parle d'isolement de ce sens-là aussi. L'addiction, généralement, déjà commence quand l'individu a pris cette habitude. Il y a une habitude qui s'installe face à la consommation du produit ou du comportement. Et donc voilà, qui petit à petit crée un besoin. Oui, tout à fait. Et donc l'addiction, la personne sait qu'elle a envie elle est dans une ambivalence, c'est-à-dire elle a besoin de consommer, mais elle sait en même temps que c'est pas bon pour elle. Exactement. Et elle a du mal à s'auto-freiner. Et elle a des conséquences sociales, familiales et sur la santé. Voilà. C'est un peu comme au départ, en fait, la consommation me fait du bien. Ouais. Mais à un moment donné, il y a une bascule et en fait, pour être bien, oui, je consomme. Tout à fait. C'est là où en fait, on parle un peu de balance décisionnelle, enfin de la balance de la consommation. Oui, les gens sont dans une ambivalence et ils se rendent compte que pour être bien, ils sont obligés de reconsommer. Alors bon, ça c'est surtout pour le crack ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, non, c'est vrai aussi pour le cannabis ou l'alcool. L'alcool, effectivement. Oui, non, pour tout. Même pour tout, au départ, voilà, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et après, pour me sentir bien, j'ai besoin du produit pour me sentir bien. Il y a comme un changement de valeur, un effet miroir. Oui. Et le patient est malheureux de consommer. Voilà, théoriquement, voilà, il sent qu'il y a une souffrance. Il y a une vraie souffrance. Voilà. Il n'est pas encore tout à fait prêt à tout arrêter parce que, mais en général, c'est là qu'il consulte. Oui. Oui, alors ce qu'on voit, donc c'est l'alcool, le tabac, le cannabis, avec des consommations concomitantes de souvent le tabac avec le cannabis évidemment et le tabac avec l'alcool. Hein, pour information, les paris sportifs, on en a 3-4. La cocaïne, moins d'une dizaine. On n'a pas de drogue injectée. Voilà. Après, on est un centre où il n'y a pas tellement de crack parce que il y a d'autres centres, le CARUD par exemple, la Croix-Rouge, ou d'autres CARUD qui sont en réduction de soins, qui voient de la population très précarisée, ce qui est particulier aux Antilles. Le crack c'est souvent des gens très précarisés partout en fait. Voilà, eux ils voient plus ça, mais le crack c'est très minoritaire. Hein. En santé publique, les gros problèmes, c'est l'alcool, le tabac et le cannabis. Et après, donc là c'est plutôt la patientèle, donc tout ce qu'on a en soins. Nous sur le terrain, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on ne peut pas vraiment parler d'addiction à proprement parler. Par contre, il y a beaucoup de consommation à risque, de consommation excessive.
Et ça, donc, comme l'a dit le docteur Parot, effectivement, c'est beaucoup tabac, cannabis et alcool. Et puis chez des individus très jeunes, on a tout ce qui est jeux vidéo et réseaux sociaux, temps d'écran. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment, il n'y a pas encore eu d'études qui appuient ce qu'on observe, mais quand même, on observe une grosse consommation de tous ces comportements en fait. Donc pour le tabac, il faut savoir que la consommation est nettement moindre en Martinique qu'en métropole. Ça c'est à noter. Pour l'alcool, la consommation est différente. On a plus de bière et de rhum en Martinique et on a plus de consommation de vin en France. Ce qui fait que globalement, en fait, on a plus de consommation d'alcool tout court en France, avec plus de consommation, plus de cirrhose, plus de cancer des voies aérodigestives. Mais on a un problème de consommation un peu explosive des week-ends, certains soirs festifs, voilà, pour bière et rhum en Martinique, avec des problèmes d'accident de la route. Voilà. C'est vrai que la particularité des Antilles, c'est ça, c'est que effectivement la consommation est moins importante que mais on retrouve quand même pour les individus de 17 à 45 ans globalement des personnes qui vont avoir une consommation excessive, festive, parce qu'ici les occasions de fête sont beaucoup plus fréquentes on a quand même c'est très important chez nous quoi. Et donc avec des consommations en alcool et en bière et rhum beaucoup plus importantes. Donc ils vont consommer. Il n'y a pas de consommation quotidienne, ce sont des consommations ponctuelles, mais avec des quantités assez importantes. Et c'est là la nuance et là où on attire aussi la vigilance auprès des écoles, des individus. Le CMPA, donc Comité martiniquais de prévention de l'alcoolologie et addictologie, est une association qui l'année prochaine va fêter ses 50 ans. Au sein de la structure, ce qu'on retrouve, on a 3 services. On a un service de prévention, donc représenté par moi ici présente, et donc on intervient essentiellement dans les écoles, les établissements scolaires, les associations, les entreprises, les collectivités. En fait, on est amené là où tous les endroits où nous sommes amenés à apporter l'information, où nous sommes sollicités pour faire de la prévention de conduite addictive. Donc ça, c'est le premier service de la structure. On a ensuite un deuxième service qui s'appelle donc les consultations jeunes consommateurs, donc CJC, où en fait des jeunes de 11 à 25 ans peuvent venir nous rencontrer pour avoir des temps d'échange et d'information avec un éducateur spécialisé. Donc ce sont des consultations qui peuvent aller jusqu'à 5 consultations, gratuites, anonymes et sans obligation parentale, où en fait le jeune qui se pose des questions par rapport à des consommations qu'il voit, qu'il a vues, qui les concernent ou qui le concernent ou qui concernent d'autres jeunes autour de lui, mais il peut venir et poser ses questions, échanger avec un professionnel. Et le troisième pôle, donc représenté par le docteur Parot, c'est le pôle soins. Donc c'est un XAPA. Le XAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc déjà, il faut savoir que de façon générale, en métropole, il y a 450 XAPA, donc centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. En Martinique, donc, il y en a 6. Donc, 4 hospitaliers donc, qui sont rattachés donc, à l'hôpital au CHU de Martinique et 2 qui sont associatifs. Donc, il y a la Croix-Rouge et il y a c'est important de préciser, donc il y a un XAPA à Trinité, un XAPA au Saint-Esprit, un XAPA à Clarac et au Lamentin, la Croix-Rouge et il y a nous au CMPA. Il y a des consultations à Saint-Pierre. Et donc ici on fait des consultations avec rendez-vous auprès des professionnels, mais on a aussi 2 consultations avancées sur Fond-Laillé le mardi après-midi
Et le jeudi matin, on a une consultation à Saint-Pierre. Et une fois par mois, la psychologue aussi a une permanence aussi sur Saint-Pierre. Alors vous pouvez nous contacter en venant chez nous. Donc, nous sommes situés au centre-ville de Fort-de-France, au 45 rue Gallieni, nouvellement appelé René Acquéen. Et donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h30 avec une coupure entre 13h et 14h. Et le mercredi on ferme à 13h. Nous avons aussi des consultations avancées. Donc tous les mardis après-midi, il y a un médecin addictologue qui a une consultation à Fond-l'Aillé, ainsi qu'un éducateur spécialisé sur Fond-l'Aillé aussi. Donc ça c'est tous les mardis après-midi. Et tous les jeudis matins, c'est aussi, donc il y a c'est le médecin et l'éducateur spécialisé qui font des consultations avancées sur l'hôpital de Saint-Pierre. Et du coup, voilà. Donc, ensuite, vous pouvez nous contacter aussi sur les réseaux sociaux. Donc depuis janvier 2023, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram pour l'instant. Et on propose du contenu, d'information, mais c'est aussi un espace où des jeunes, plus particulièrement, peuvent nous rencontrer, nous échanger, avoir déjà un premier contact avec nous, voir ensuite comment on peut prendre contact. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche en bas et notre adresse mail aussi pour toute demande d'intervention ou rentrer en contact avec nous. Alors voilà, les soins au XAPA sont gratuits et on profite de cette intervention pour rappeler la journée du 31 mai. Chaque 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Sans tabac, mais avec plein d'énergie, plein de bonne humeur, plein d'espoir et de projets. Exactement. Justement, sur nos réseaux, là, on a lancé depuis la semaine dernière un défi pour la journée sans tabac où en fait, chacun de nos abonnés, ceux qui sont intéressés, peuvent, avec un ami, essayer de profiter de faire de la journée sans tabac une journée oxygénée. Et donc tout au long des semaines, donc jusqu'au 31 mai, on postera en fait des astuces naturelles et ludiques en fait pour créer des alternatives au tabac. Ensuite, dans le cadre de la journée sans tabac, nous on intervient dans les établissements scolaires dans le cadre du déploiement national de dispositifs national qui s'appelle Tabado. Tabado, en fait, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes, généralement du lycée, mais ça peut nous arriver d'intervenir dans les collèges, où en fait on fait de la prévention sur tous les produits fumés, puffs, cigarettes, cannabis, cigarettes électroniques, chicha, etc. Et donc on a des stands d'information, un peu sur qu'est-ce que le produit fumé, qu'est-ce qu'une addiction, etc. Et puis il y a aussi la possibilité que les jeunes en fait qui se posent des questions, qui sont intéressés, rencontrent un professionnel formé à l'entretien motivationnel, donc formé à l'écoute, pour pouvoir échanger autour de cette problématique. Et puis on crée aussi des ateliers motivationnels collectifs où là en fait on met en place comment avec le groupe, tous ensemble, on peut arriver à s'entraider pour lutter contre les addictions en fait et que l'un me tire vers le haut. Pour finir, c'est vrai que des fois on peut voir l'addiction effectivement comme une fatalité, mais nous déjà au CMPA, on voit en général dans le monde de l'addiction, on ne voit pas l'addiction comme une fatalité et c'est important en fait que peu importe l'addiction, peu importe ce que vous vivez, de ne pas rester seul. De ne pas rester seul avec votre mal-être et l'addiction. Oui, on vous aide à trouver des alternatives et à croire en vos ressources personnelles. On vous apprend à retrouver un équilibre dans vos ressources personnelles. Voilà. Parce que comprendre les raisons de sa consommation, que ce soit peu importe la consommation, c'est se donner la chance aussi de pouvoir mieux vivre, mieux grandir et puis trouver sa place dans la société.